Donc, bon après-midi à tous. Je commence cette session en déclarant que je suis membre du Medical Advisory Board de la société Pulsion et que je collabore aussi avec la société Cheetah. J'ai vu tout à l'heure que j'ai oublié de mettre ma diapo de déclaration de conflit d'intérêts. Alors en fait, de quoi est-ce qu'on parle Pratiquement chez un patient qui reçoit une expansion volémique, enfin chez qui on se pose la question de l'expansion volémique, la première question c'est de savoir si il ne faut pas directement donner du liquide, et c'est le cas quand il y a une perte liquidienne qui est évidente. Si on est à la phase initiale du sepsis, sans doute les 60-90 premières minutes, et puis bien sûr s'il y a une hémorragie, dans ce cas-là, il faut administrer un remplissage vasculaire sans utiliser aucun test. Et c'est toujours important de rappeler ça. Il n'y a pas d'indication pour les tests de précharge dépendance. Par exemple, à la phase toute initiale, aux urgences d'un état de choc septique, dans ce cas-là, il est certain qu'à cause de l'hypovolémie relative au cours du sepsis ou de l'hypovolémie vraie dans les autres cas, le patient est précharge dépendant et donc il faut le remplir. Le problème, on le sait, il est dans les autres cas, ces cas dans lesquels il y a grosso modo la moitié des patients qui ne répondent pas au remplissage vasculaire par l'augmentation du débit cardiaque qu'on attendait. Et toute la question, c'est chez ces patients-là, comment prédire avant de donner du fluide que le débit cardiaque va augmenter. Comme vous savez, pendant des années, ce qui a été utilisé, c'est la pression veineuse centrale, mais on sait aujourd'hui, avec un nombre considérable d'études que je ne vais pas vous rappeler parce que c'est une chose qui est aujourd'hui bien établie, et notamment en France et en Europe, qui ont montré que la PVC n'est pas un bon indice pour prédire la réponse au remplissage vasculaire. Et c'est pour ça que, pour remplacer la PVC, plusieurs tests ont été proposés comme des tests alternatifs pour prédire la réponse au remplissage vasculaire, et on a appelé ça des tests dynamiques. En fait, il y a un test qui existait depuis déjà fort longtemps qui est le Fluid Challenge, l'idée d'administrer 300-500 cc pour tester le remplissage vasculaire. Et pour tous les tests, si vous voulez bien, on va voir quels sont les avantages et les inconvénients. C'est vrai que c'est facile à réaliser, il suffit d'injecter finalement du liquide. Il y a deux inconvénients. Le premier, il faut bien avoir ça en tête, c'est que ça nécessite une mesure directe du débit cardiaque. C'est-à-dire que si vous faites un fluid challenge, vous ne pouvez pas juger des effets en regardant la pression artérielle, même la pression artérielle pulsée. Ça a notamment été montré par cette étude du groupe de Jean-Louis Vincent. Vous voyez que après un remplissage vasculaire, il n'y avait aucune corrélation entre l'augmentation de débit cardiaque et les changements de pression artérielle pulsée. Aucune corrélation. Il avait montré la même chose avec une corrélation qui était, elle, seulement très faible. Et donc, ça suggère que la pression artérielle ne reflète pas si bien le débit cardiaque qu'on puisse se passer d'une mesure de débit cardiaque pour juger des effets d'un fluid challenge. Et ça va avec l'argument, enfin c'est un des arguments pour dire qu'il faut monitorer les patients les plus complexes, ceux chez qui on veut savoir précisément les effets du traitement. Et puis le deuxième inconvénient, c'est que intrinsèquement à la technique, le fluid challenge induit une surcharge vasculaire, une surcharge volémique. Parce qu'en fait, le fluid challenge, c'est d'ailleurs pas un challenge, c'est pas un test, c'est le traitement lui-même. Le principe, c'est quoi? C'est de donner, par exemple, 300 ou 500 cc de fluide. Et puis, si le débit cardiaque augmente, de continuer avec le fluid challenge jusqu'à un dernier test qui n'augmentera pas le débit cardiaque. On teste effectivement la courbe de Frank Starling en live au lit du patient. Et c'est vrai que ça permet de suivre l'évolution sur la courbe de Frank Starling. Et c'est vrai que ça peut être utilisé dans ce but-là, par exemple au bloc opératoire, mais imaginons qu'il y a un patient qui a un choc septique avec un SDRA. Si on est le premier jour, vous êtes d'accord que ce patient va avoir au moins 4 épisodes d'hypotension au cours de la journée. Et si vous utilisez le fluid challenge pour à chaque fois tester la précharge dépendance, ça veut dire que, de façon inhérente à la technique, le patient va recevoir un remplissage vasculaire qui aura été inefficace. Une fois encore, c'est inhérent à la technique parce que ce n'est pas un traitement, ce n'est pas réversible, ce n'est pas un test, c'est le traitement lui-même. C'est pour ça que l'idée d'utiliser un mini fluid challenge, idée développée initialement par Laurent Muller et Jean-Yves Lefranc à Nîmes, est une idée intéressante. Et dans cette étude, il montrait que si on faisait un fluid challenge avec seulement 100 ml d'hydroxyéthylamidon, la prédiction de la réponse au remplissage était bonne, avec, vous voyez, une bonne aire sous la courbe. Et ça a été confirmé par d'autres études. C'est un test qui, de ce point de vue-là, est évidemment intéressant parce qu'il empêche cette surcharge volémique, ou en tout cas, il l'amoindrit assez considérablement. La limite, à mon avis, de ce mini-fluid challenge, c'est que
Des petits changements de précharge induits par un petit volume administré ne peuvent induire que des petits changements de volume d'éjection systolique. Et dans cette étude, ils avaient utilisé l'écho pour mesurer ces changements-là. Et je ne suis pas sûr que l'écho, avec la mesure de l'ITV sous-aortique, soit assez précise pour mesurer des changements de débit cardiaque qui soient aussi faibles. Le seuil qui était trouvé dans l'étude, le vrai seuil, c'était 6%, que justement, à cause de ce problème de précision d'échographie, les auteurs conseillaient d'augmenter à 10%. Et pourtant, on a montré dans cette étude, qui est soumise pour publication avec Mathieu Josviac, que quand c'est le même opérateur qui fait l'échographie, on ne peut pas se fier à des changements d'ITV de moins de 10%. C'est le seuil, c'est le plus petit changement significatif qu'on puisse considérer avec l'écho. Et de ce point de vue-là, c'est pour ça que c'est sans doute mieux pour faire le mini fluid challenge d'utiliser des mesures de débit cardiaque qui soient plus précises, comme ça a été fait par exemple dans cette étude-là par Mathieu Biet avec le pulse contour analysis, mais il y a d'autres techniques de mesure du débit cardiaque qui sont très précises. Au passage, cette étude montrait aussi que si on utilisait pas un mini, mais pour le coup une sorte de micro-fluid challenge avec seulement 50 millilitres, la réponse au remplissage était déjà moins bien prédite, suggérant qu'il y a des limites à cette réduction du volume utilisé pour les fluid challenge. Bien sûr, la méthode historique qui a été développée pour prédire la réponse au remplissage sans donner de liquide et de façon dynamique, vous le savez, c'est d'utiliser la variation respiratoire, de la pression pulsée ou du volume d'éjection systolique. Et c'est il y a maintenant une vingtaine d'années que Jean-Louis Teboul et Frédéric Michard avaient proposé d'utiliser ces variations de pression pulsée pour prédire la réponse au remplissage. C'est facile parce qu'aujourd'hui, tous les moniteurs de chevet, tous les scopes mesurent ce delta pp automatiquement. Aussi, ça permet de se passer d'une mesure du débit cardiaque. Il n'y a pas besoin d'avoir un moniteur de débit cardiaque ou même d'échographie pour détecter la réponse au remplissage. Mais vous le savez, l'inconvénient essentiel de delta pp et de la variation du volume d'éjection, c'est qu'il y a des conditions dans lesquelles ça ne peut pas être utilisé. Les trois principales conditions, mais il y en a d'autres, c'est la présence d'une ventilation spontanée, même chez un patient intubé, la présence d'une fibrillation atriale et puis la présence d'un SDRA à cause d'un volume courant trop petit ou d'une compliance qui est trop faible. Et vous voyez bien que c'est des circonstances qui sont fréquentes chez les patients de réanimation. Et je pense que chez les patients de réanimation en état de choc, c'est environ 80% des patients chez qui on ne peut pas utiliser delta pp. En ce qui concerne le faible volume courant, il y a peut-être une technique alternative qui est intéressante et qui s'appelle le VT Challenge, qui a été développé par des collègues indiens. Et l'idée, elle est simple, c'est d'augmenter le VT de 6 à 8 pendant quelques minutes et de regarder les changements de pression pulsée, de regarder comment la pression pulsée, la PPV, Pulse Pressure Variation, change entre 6 et 8. Et cette étude montrait que si elle augmentait de plus de 3,5% valeur absolue, la réponse au remplissage était prédite. Il y a sans doute des limites à cette étude, elle doit être confirmée, mais peut-être que c'est intéressant en cas de bas volume courant. La variation des veines caves, donc inférieures ou supérieures, est pas mal utilisée. C'est vrai que c'est relativement facile à faire avec l'échographie. Il n'y a pas besoin non plus de mesure du débit cardiaque. Évidemment, il faut faire une écho, même si franchement, ce n'est pas le plus difficile de rechercher les variations de la veine cave, en tout cas inférieure avec l'écho transthoracique. Le problème, je trouve, c'est que c'est des tests, variations de la veine cave notamment inférieure, qui finalement ne fournissent pas une prédiction de la réponse à l'expansion volumique qui soit aussi bonne que d'autres tests qui ont été utilisés si on regarde toutes les études qui ont été publiées et les méta-analyses qui en ont été tirées. Et ça, c'est l'exemple d'une méta-analyse avec, vous voyez, une aire sous la courbe Rock à 0,75 qui n'est pas absolument parfait. Et peut-être qu'une des raisons, c'est que la variation des veines caves partage avec delta pp pas mal de limites, et notamment le fait que ça ne peut pas être utilisé en cas... Alors, le problème, ce n'est pas la fibrillation auriculaire, parce que ça se déroule sur plusieurs cycles cardiaques, mais en cas de ventilation spontanée et en cas de SDRA avec un petit VT. Et beaucoup de ces études avaient inclus des patients qui avaient un petit VT, et donc c'est peut-être pour ça que la réponse à l'expansion volumique n'était pas parfaitement prédite par les variations des veines caves. C'est le cas notamment dans la plus grande étude qui a été publiée avec ce test-là. Vous savez, cette étude qui a été menée par Antoine Vieillard-Baron et puis Philippe Vignon, publiée il y a 2 ans maintenant, la date a disparu là dans AJRCCM.
L'air sous la courbe ROC pour les variations de la veine cave était pas très très bonne, et surtout la veine cave inférieure, vous voyez, mais dans l'étude, il y a des patients qui avaient été inclus avec un VT inférieur à 8 ml/kg, et même sans doute une proportion assez importante de patients, expliquant peut-être les résultats assez décevants des variations de la veine cave pour prédire la réponse au remplissage. Dans cette étude qui comporte beaucoup moins de patients, mais qui n'est pas publiée, hein, vous voyez, on a inclus des patients qui avaient tous un VT petit, à moins de 8 ml/kg, ils avaient tous 6 ml/kg, et on retrouvait que les variations de la veine cave avaient une capacité assez faible pour prédire la réponse au remplissage, ce qui finalement, alors ce n'est pas le but principal de cette étude-là, mais avait été retrouvé de façon bien déterminée dans assez peu d'études ou pas d'études jusqu'à maintenant. Les tests d'occlusion respiratoire, alors c'est des tests dont vous avez peut-être déjà entendu parler et qui sont fondés aussi sur le principe des interactions cœur-poumon. Et en fait, l'idée est assez simple, hein, c'est que chez un patient qui est ventilé mécaniquement, chaque insufflation va gêner le retour veineux systémique. Et donc l'idée, c'est que si on arrête la ventilation mécanique en téléexpiration, comme pour mesurer la pipe intrinsèque, eh ben, on va arrêter cette interruption cyclique de la précharge cardiaque. Et si on attend suffisamment longtemps pour que ce bolus de précharge traverse la circulation, finalement, on teste la précharge détendante. C'est comme un bolus de précharge pour les deux ventricules. Et si le débit cardiaque augmente en réponse, sans doute que le patient est précharge dépendant. En tout cas, c'est ce qu'on avait montré dans cette étude il y a maintenant 10 ans avec Jean-Louis Teboul. Et on voyait que si le débit cardiaque augmentait de plus de 5% pendant une pause téléexpiratoire de 15 secondes, qui doit durer 15 secondes, les patients étaient bien séparés en répondeurs et non-répondeurs au remplissage. Ces résultats ont été confirmés maintenant par d'autres groupes, dans d'autres études, comme par exemple ici dans cette étude de Mathieu Biet avec le même seuil. C'est un test qui peut être utilisé en cas de fibrillation auriculaire, en cas de SDRA, quel que soit le volume courant. C'est un test qui a l'avantage d'être très facile à utiliser, puisqu'il suffit d'appuyer sur le bouton du ventilateur et de regarder les changements de débit cardiaque. Mais justement, l'inconvénient, c'est que, là encore, on a besoin d'une mesure directe du débit cardiaque et une mesure assez précise parce que le seuil de positivité, c'est 5%. Alors, c'est facile à faire et c'est fiable si vous avez une analyse, par exemple, du contour de l'onde de Pouck, qui est là encore une mesure très précise du débit cardiaque. Il suffit d'appuyer sur le bouton et de regarder les changements induits de débit cardiaque qui s'affichent de façon continue. Est-ce que c'est possible avec l'échographie, qui est quand même très utilisée? Tous les patients ne sont pas équipés d'un système d'analyse du contour de l'onde de Pouck. C'est la question qu'on s'était posée dans cette étude-là, qui a été publiée il y a 2 ans maintenant. Et dans cette étude, on avait fait un test d'occlusion télé-expiratoire, et on espérait que l'augmentation de l'ITV sous-aortique soit plus importante chez les répondeurs, mais aussi une occlusion télé-inspiratoire, où on espérait que cette fois, l'ITV sous-aortique allait baisser plus chez les répondeurs. Et donc on se disait que si on ajoutait les deux changements en valeur absolue, en changeant le plus en moins, on détecterait bien la précharge dépendance. Et en effet, c'est ce qu'on a montré, c'est-à-dire que les changements d'ITV sous-aortique en pause télé expiratoire prédisaient bien la réponse au remplissage. Mais vous voyez que le seuil de positivité, c'était 4%, ce qui est petit au regard de la précision de l'écho. En revanche, si on ajoutait l'occlusion télé-inspiratoire à l'occlusion télé-expiratoire, et bien là, on obtenait une prédiction de la réponse au remplissage qui était aussi bonne en termes de sensibilité spécificité, mais avec un seuil de positivité qui était de 15%. Donc c'est mieux pour la précision de l'échographie. Alors, du coup, ça fait un test qui est moins simple à réaliser. Il faut faire une pause télé-expiratoire, mesurer les changements d'ITV sous-aortique, remettre le patient en ventilation, faire une pause télé-inspiratoire et à nouveau mesurer l'ITV sous-aortique, additionner les deux effets, et donc si c'est supérieur à 15%, le seuil doit être autour de ça, on peut administrer un remplissage vasculaire en se disant qu'il va être positif. Bien sûr, le test n'est pas utilisable chez les malades en ventilation très intense qui vont interrompre leur ventilation parce que l'activité respiratoire est trop intense. Enfin, et je finirai par là, le test de passive lag raising est un test fiable, hein, ça a été montré par plusieurs méta-analyses maintenant. C'est un test qui est, vous le savez, recommandé par les recommandations de la Surviving Sepsis Campaign, mais qui a l'inconvénient, c'est sûr, de nécessiter une mesure directe du débit cardiaque parce que si on utilise uniquement la pression artérielle pour mesurer les effets du test, eh bien sans doute qu'on a une moins bonne prédiction de la réponse au remplissage. Il faut mesurer les effets du passive lag raising en regardant
les changements de débit cardiaque. Alors on peut utiliser pour ça les changements de pulse contour analysis, une fois encore, c'est assez simple à réaliser, il suffit de regarder les effets. Le Doppler œsophagien, l'échographie en regardant juste les changements d'ITV sous-aortique. Et puis, je vous montrerai juste ces résultats qui montraient que, et l'étude a été publiée ces derniers jours, qu'on peut s'intéresser simplement au changement de la plétismographie, c'est-à-dire de l'amplitude du signal de plétismographie. Et l'amplitude du signal de saturation dépend de la vasoconstriction, mais aussi du débit cardiaque. Et dans cette étude, donc, qui a été publiée il y a quelques jours, on montrait que simplement l'augmentation de l'amplitude de la plétismographie, mesurée ici par le système radical 7 de Massimo, permettait de prédire la réponse au remplissage de façon simple. Alors c'est un test qui n'est pas parfait, parce qu'il faut que les patients ne soient pas trop vasoconstrictés. Il y a des patients qui ont été exclus parce qu'il n'y avait pas de signal de SAT en clair. Mais si c'est confirmé, ça donnerait une façon de réaliser le test de passive leg raising sans avoir besoin d'autres mesures du débit cardiaque. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.